Lorsque l'on étudie l'histoire de la Grèce, ou plus exactement, lorsque l'on se souvient de ce que l'on a étudié dans l'enseignement secondaire, ce qui vient à l'esprit, c'est la naissance de la démocratie athénienne et c'est, dans le meilleur des cas, la relation ou l'explication des guerres médiques, c'est-à-dire les guerres entre les Grecs et les Perses. Par là même, on oublie que les Grecs avaient une vie quotidienne, on oublie par là aussi qu'ils avaient besoin d'un certain nombre de moyens de subsistance et qu'ils furent avant tout des paysans. On comprend évidemment le choix des thématiques qui apparaissent dans les programmes d'enseignement secondaire. C'est tout d'abord la naissance de la démocratie athénienne, parce que l'on essaie de comprendre quelles sont les origines de notre système parlementaire, et d'autre part, les guerres contre les Perses renvoient inconsciemment, enfin ça a été le cas longtemps, peut-être plus maintenant, mais à ces grands empires de l'Est, ces grands empires orientaux qui menaçaient la civilisation occidentale, à savoir l'empire arabe, puis les Mongols, puis l'empire ottoman, et enfin, au XXe siècle, l'empire soviétique. Les Perses représentaient tout cela, et les Grecs étaient les vaillants défenseurs de la civilisation européenne, de la civilisation occidentale, des valeurs de la civilisation occidentale. Donc en fait, ces thématiques s'expliquaient pour des raisons politiques, je dirais. Mais comme je le disais il y a quelques instants, les Grecs, ce sont aussi des gens qui vivent au quotidien. Et autant on étudie les campagnes au Moyen-Âge, autant on n'étudie pas les campagnes dans le monde grec ancien. Alors entendons bien le cours d'aujourd'hui que j'ai intitulé « L'exploitation des terres dans les cités grecques du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e siècle après Jésus-Christ », eh bien cette leçon ne va pas porter sur l'ensemble du monde grec. Vous voyez qu'il y a un terme précis qui apparaît, qui est celui de cité grecque. Il ne sera donc pas question des territoires qui ont été conquis par Alexandre le Grand et qui ont été administrés par ses successeurs dans le cadre en particulier de l'Égypte des Lagides, donc l'Égypte des Ptolémées, ou de ce très vaste empire, mais qui va se décomposer beaucoup plus rapidement, qui est en fait le royaume des Séleucides. Il sera donc question ici essentiellement de la Grèce continentale, des îles grecques et de la partie occidentale de la Turquie actuelle, donc de l'Asie mineure. Ce sera donc le cadre géographique dans lequel ce cours va s'inscrire. Vous remarquez aussi que j'ai fait sauter le verrou chronologique habituel qui sépare l'histoire grecque de l'histoire romaine, parce qu'on oublie qu'après la conquête romaine, en tout cas pour la Grèce continentale, de la première moitié du 2e siècle avant Jésus-Christ, puisque la Grèce, la Macédoine, le royaume hellénistique de Macédoine va être vaincu à 2 reprises par les Romains, à la suite de la bataille de Cynocéphale et à la suite de la bataille de Pydna, ces 2 batailles qui mettent fin, je dirais, au royaume de Macédoine, le royaume de Philippe V et le royaume de son fils Persée, et ensuite, en 146, avec la destruction de Corinthe,
qui marque le point final, je dirais, de la conquête de la Grèce. Donc, je dirais, pratiquement au milieu du IIe siècle avant Jésus-Christ, deux nouvelles provinces de l'Empire romain naissent, apparaissent. C'est la province romaine de Macédoine et la province romaine d'Achaïe, A-C-H-A-I-E, qui est en fait la province qui correspond en gros à la Grèce classique. En 133 avant Jésus-Christ, dernière date, qui correspond, je dirais, à l'étendue géographique qui sera considérée ici, en 133 avant Jésus-Christ, Attale III, le roi de Pergame, en Asie mineure, fait don, il lègue son royaume à Rome, et 4 ans plus tard, en 129, cet ancien royaume indépendant devient la province romaine d'Asie. N'oubliez pas que le terme Asie a une signification bien précise dans l'Antiquité, et dans l'Antiquité grecque et dans l'Antiquité romaine surtout, l'Asie n'étant que la partie occidentale de la Turquie actuelle, de l'Asie mineure. De la même manière, mais ça c'est une petite parenthèse, que l'Afrique était la partie septentrionale de la Tunisie actuelle. Donc il ne s'agit pas du tout, dans le cadre d'Asie ou d'Afrique, de continent, mais simplement de province romaine. Alors j'étais en train de vous dire donc que sur le plan chronologique, pour les paysans de cette époque-là, vous pensez bien qu'il n'y a pas de rupture dans la vie économique qui suive la chronologie de l'histoire politique. L'histoire politique est marquée par des grands événements. 5e, 4e siècle, vous avez la prépondérance de cités, Athènes, puis Sparte, puis Thèbes, et aux 3 siècles qui précèdent Jésus-Christ, vous avez donc la période hellénistique. Eh bien moi, je fais sauter le verrou, ce qui est tout à fait logique pour la vie économique et sociale, et donc j'inclus dans mon propos non seulement la période classique, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, la période hellénistique, 3e, 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, mais aussi le Haut Empire romain, 1er et 2e siècle de notre ère, époque où le monde grec est inclus dans ce vaste empire qu'est l'Empire romain. Voilà donc pour mon introduction. 2 sujets seront plus particulièrement abordés aujourd'hui. Premier sujet, c'est celui du régime des propriétés. Le deuxième sujet portera sur l'occupation du sol et sur l'aménagement du territoire, l'aménagement de l'espace. Ce sont donc les 2 thèmes que je vais aborder et qui évidemment se chevauchent inévitablement. Je commence donc par le régime des propriétés. Qu'existait-il à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce comme régime de propriété? Il y avait 2 types de propriétés. Les petites propriétés, les grandes propriétés, et alors vous allez voir des terres qui se trouvent entre les 2, mais qui, ayant un rendement inférieur sur le plan qualitatif, les rapprochaient des petites propriétés. Alors je m'explique, parce que mon propos peut paraître un petit peu abscon, évidemment. Petite propriété, tout d'abord. Ce qui domine au 5e siècle en Attique,
plus particulièrement, donc cette cité-État d'Athènes, c'est la petite propriété. La petite propriété fait en surface plus ou moins 5 hectares. La propriété d'une terre est la condition sine qua non dans un certain nombre de cités grecques, et vous savez que les cités grecques étaient très nombreuses, il y en avait près de 200 sur le pourtour du monde méditerranéen, c'est-à-dire 200 États indépendants. Eh bien, la propriété d'une terre était la condition sine qua non pour posséder la citoyenneté, c'est-à-dire pour participer à la vie politique de l'État dans lequel on vivait. C'est ainsi qu'à Athènes, les métèques, c'est-à-dire les étrangers, même s'ils étaient très riches, ne pouvaient pas être propriétaires de terres. Ne parlons pas, bien entendu, des esclaves qui, bien entendu, comme les métèques, n'ont pas accès à la citoyenneté, ça va de soi. Donc, premier élément, lien très étroit entre la propriété de la terre et, d'autre part, la détention de la citoyenneté. Ça, c'est le premier élément. À Sparte, dans le Péloponnèse, donc, dans le sud du Péloponnèse, à Sparte, les citoyens possédaient des lots de terre égaux. Alors, il ne faudrait pas faire d'anachronisme, il ne s'agit pas de communisme comme celui-ci a pu exister dans certains États au XXe siècle, et si on veut vraiment utiliser le terme communisme, il faudra parler de communisme aristocratique, puisque je vous ai dit qu'une très grande partie de la population du territoire dépendant de Sparte était exclue de cette possibilité d'accéder à ces lots de terre égaux à cette propriété. Je fais référence ici aux Ilotes, je fais référence ici aux Périèques qui ne possédaient pas de la terre spartiate, hein, bien entendu. Donc ils possèdent des lots égaux. Ces lots, on les appelle en Grèce, le lopin de terre que l'on travaille, on utilise le mot kléros, K-L-E, accent grave R-O-S, en transcription latine, et au pluriel, le S tombe et est remplacé par un I. Donc on dit des kléroi, pour dire des lots de terre. Le kléros est donc la part de la terre que l'on travaille et que l'on possède. Ces lots de terre à Sparte sont héréditaires, ils sont inaliénables. Inaliénables, ça signifie que vous ne pouvez pas les vendre. Alors tout ça, c'est la théorie. Parce que l'on va voir que le temps passant, il y aura dans les faits dérogation à cette règle et que l'on va assister à un mouvement de concentration des propriétés, ce qui veut dire que le caractère d'inaliénabilité va disparaître. Autrement dit, il y aura des citoyens spartiates qui seront plus riches que les autres. C'est ça que ça signifie. Alors que ce n'est évidemment pas le projet initial.
on voit, le temps passant, que cette concentration n'affecte pas seulement Sparte, mais affecte également les autres régions de la Grèce, en particulier Athènes aussi. Alors, qui travaillait sur ces terres? Eh bien, sur les terres dont je vous ai parlé tout à l'heure, en tout cas celles qui font plus ou moins 5 hectares, travaillent non seulement le père, ses enfants, mais aussi des esclaves. 1, 2, le plus souvent. Posséder des esclaves, être propriétaire d'esclaves, était quelque chose d'extrêmement banal en Attique. La proportion des esclaves est d'ailleurs, d'après les chiffres que l'on a pu établir, dans le dernier tiers du 5e siècle avant Jésus-Christ, la proportion d'esclaves étant nettement supérieure au nombre des citoyens. Et ces esclaves ne vont pas seulement travailler dans les mines, comme les mines du Nourrion, où vous avez des milliers et des milliers d'esclaves, non. Beaucoup de petits paysans possèdent des esclaves. Alors, on en arrive tout doucement au problème de des terres louées, parce qu'elles existaient aussi, ces terres. Donc, vous pouviez être propriétaire d'une terre et ne pas l'exploiter vous-même. C'est le cas des terres sacrées, qui étaient des terres publiques. En Attique, ces terres sacrées, ces terres publiques, représentent 1/10 des terres cultivables. Alors, qui devenait locataire de ces terres sacrées, qui étaient des terres qui appartenaient à l'État? Eh bien, c'étaient des citoyens qui étaient riches, en fait, qui voulaient augmenter leur production et qui louaient directement à l'État des terres sur la base d'un processus qui existe toujours à l'heure actuelle, qui est la procédure d'adjudication. C'est quoi l'adjudication? Eh bien, c'est l'État qui met aux enchères l'allocation de la terre, et c'est le plus offrant, le locataire le plus offrant, qui va l'emporter. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la petite propriété. Il s'agit peut-être d'insister aussi sur les grandes propriétés, même si j'ai abordé le sujet en expliquant que la concentration des terres allait devenir de plus en plus importante, surtout à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Les grandes propriétés couvrent des territoires qui toutefois ne dépassent pas 26 ou 27 hectares. Donc ça correspond à 5 fois la moyenne des petites propriétés qui concernaient donc la très grande majorité des citoyens athéniens qui étaient paysans. Peut-être vous souviendrez-vous que dans mon introduction, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait des terres que l'on pouvait placer entre les petites et les moyennes propriétés, parce qu'elles avaient, vous savez, un paysan, il ne voit pas simplement la surface, il voit aussi l'aspect qualitatif. Il raisonne en termes de rendement. Et entre les deux, eh bien, vous avez les fameux kléroi, donc c'est l'eau de terre
qui appartenait aux Spartiates. Quand vous prenez la terre à Sparte, eh bien, elle est pratiquement 3 fois supérieure en surface à celle des paysans de l'Attique. Donc vous faites le calcul, c'est que les lots de terre qui étaient accordés aux Spartiates, dont l'unique activité était de se préparer à la guerre, c'était des guerriers, eh bien, la superficie de leur lot de terre, de leur clairoy, était de 15 à 18 hectares. Donc vous voyez que, en termes de superficie, vous vous trouvez à mi-chemin de la petite et de la grande propriété en Attique. Donc entre les 5 hectares de la petite propriété et d'autre part les 26-27 hectares maximum donc de la grande propriété. Donc vous voyez que, alors là vous allez me dire, mais donc les Spartiates avaient des rendements beaucoup plus importants. Non, ce qu'il faut voir c'est la qualité de la terre. Quand vous êtes en Attique, vous êtes dans une région de plaine, relativement fertile d'ailleurs, alors que quand vous êtes à Sparte, ces terres sont moins fertiles, donc ce qui compte finalement, c'est le rendement final. On va voir tout à l'heure, dans la deuxième partie de mon exposé, comment d'ailleurs les Grecs aménageaient leur territoire pour augmenter leur rendement. Nous allons passer maintenant à cette deuxième partie, celle qui porte sur l'occupation des sols et qui porte également sur l'aménagement du territoire. Ce sont des mots qui sont à la mode et évidemment, vous pensez bien que la problématique des historiens, des hellénistes en l'occurrence, a évolué en fonction des centres d'intérêt de leurs propres contemporains. Donc si vous voyez ou si vous lisez des travaux qui datent d'il y a 100 ans, le problème de l'aménagement du territoire, de l'occupation du sol, n'était certainement pas, ces problèmes n'étaient certainement pas des priorités pour les historiens. D'ailleurs, à l'époque, on faisait surtout de l'histoire militaire, de l'histoire politique. Quand on étudiait la Grèce, souvenez-vous ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, avec les programmes d'enseignement secondaire qui retardent toujours d'une vingtaine d'années par rapport à la recherche scientifique, même si, bien entendu, depuis une cinquantaine d'années, on a revu tout ça et on s'occupe de la vie quotidienne. On ne fait plus d'histoire militaire et d'histoire politique comme mes grands-parents, par exemple. Bien entendu, ça a évolué. Donc, on va aborder maintenant le problème de l'occupation du sol et le problème de l'aménagement du territoire. On va commencer donc par l'occupation du sol. Je vais distinguer 2 périodes. Une première période qui va de 800 à 200, ce sont évidemment des dates rondes qu'il ne faut pas prendre à l'année près, ça va de soi, autrement dit, si c'est plus audible, du 8e siècle à la fin du 3e siècle, et puis une deuxième période après 200, c'est-à-dire à partir du 2e siècle avant Jésus-Christ. On va voir comment les choses ont évolué. Dans la première période, c'est-à-dire celle qui va du 8e siècle à la fin du 3e siècle. Donc vous voyez qu'ici sont bouleversées, je dirais, est bouleversée la chronologie traditionnelle de l'histoire politique. En gros, par rapport à la chronologie classique du monde grec, ça couvre donc le monde archaïque, 8e, 6e siècle. Ça couvre également le monde classique, 5e, 4e siècle. Et ça couvre le 1er siècle de l'époque hellénistique, le 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez qu'une fois de plus, donc, la chronologie de l'histoire économique ne suit pas, ne colle pas avec la chronologie de l'histoire politique.
Voyons un petit peu d'abord la situation démographique. La période qui couvre l'époque archaïque est une période de croissance continue. La population devenant de plus en plus nombreuse dans les cités grecques, il va falloir trouver des solutions pour que tout le monde ait de quoi subsister. Ce sera une des raisons, et sans doute la raison majeure bien sûr, de la colonisation sur le pourtour de la Méditerranée. On va voir ainsi les Grecs essaimer d'abord en Asie mineure, sur le pourtour de la mer Noire. Ils auront quelques implantations également en Égypte, en Cyrénaïque, tout le sud de l'Italie, ce que l'on appelle la Grande Grèce, en Sicile bien sûr, dans le sud de la France, pensez à Marseille et pensez à Nice, et également en Espagne, dans le nord-est de l'Espagne, entre autres. Donc c'est une période d'expansion liée justement à cette croissance démographique. D'ailleurs, les deux peuvent être pris dans les deux sens, c'est-à-dire que la croissance démographique conduit à la colonisation, mais que les possibilités de coloniser permettent aussi d'avoir plus d'enfants. Donc il ne faudrait pas avoir une vision un peu trop mécanique des choses. Les rapports de cause à effet entre augmentation de la population et possibilité accrue de faire du commerce et de produire plus, parce que la colonisation c'est avant tout, avant de faire du commerce, l'idée de s'implanter quelque part et d'exploiter des territoires. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas imaginer les Grecs seulement comme des marins. Ce sont d'abord des paysans, donc quand ils partent quelque part à l'autre bout de la Méditerranée, c'est souvent pour s'implanter, avoir des territoires qu'ils vont cultiver. Donc, vous voyez que les rapports de cause à conséquence ne sont pas toujours simples à décrypter. Donc, croissance de la population, colonisation, donc occupation intensive du sol. C'est le mot que vous devez retenir ici. Occupation intensive du sol. Quand on va passer, le temps passant, il va y avoir évidemment des changements que j'ai déjà annoncés tout à l'heure. C'est le fameux principe de la concentration des terres, lié évidemment à la capacité de certains propriétaires terriens à accumuler le capital et donc à acheter des terres de petits paysans qui ont des difficultés à survivre dans le cadre d'une concurrence accrue sur les marchés. Vous voyez que ce sont des événements, des phénomènes qui nous rappellent le temps présent, cette concentration du capital, et vous allez avoir progressivement une occupation extensive du sol avec une spécialisation des productions. Concrètement, l'agriculture va se spécialiser et des terres vont être consacrées à ce qui permet des profits plus importants, à savoir l'arboriculture. L'arboriculture, c'est par exemple la culture des oliviers. Spécialisation également dans la viticulture, autrement dit,
la culture des vignes pour produire du vin. Et enfin, on va pratiquer l'élevage extensif, et plus particulièrement de bovins, ce qui nous change peut-être un petit peu de l'image d'Épinal où l'on voit des pâtres grecs en train de conduire des troupeaux de moutons ou des troupeaux de chèvres. Donc ici, je parle bien de bovins, pour des questions de rendement, bien entendu, et de possibilité d'avoir des profits plus importants. Cette grande propriété croît donc en Grèce continentale et dans les îles. Dans le Péloponnèse, en Crète également. En revanche, en Asie mineure, qui correspond en gros, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la Turquie, ou la partie occidentale de la Turquie. En Asie mineure, les petites propriétés subsistent, ce qui n'empêche pas l'accroissement de certains domaines qui, avec le temps, vont devenir de plus en plus importants, mais pas toujours au détriment de la petite propriété. Ça se passe donc au lendemain de la conquête romaine, donc à partir du IIe siècle. Ces terres sont cultivées par, j'allais dire, des indigènes, c'est-à-dire des habitants d'Asie mineure, qui, ça va de soi, bien entendu, il ne faut pas faire l'anachronisme, ce ne sont pas encore des Turcs, les Turcs n'arrivent que beaucoup plus tard, 1000 ans plus tard, les Turcs n'arrivent qu'au XIe siècle de notre ère, en Asie mineure. Donc ce sont des indigènes, mais aussi des Romains qui possèdent, qui deviennent propriétaires de ces terres. D'ailleurs, ces terres sont souvent administrées par des régisseurs à partir du IIe siècle qui sont des esclaves. Donc vous voyez que le statut d'esclave n'exclut pas du tout de hautes responsabilités. Donc il ne faut pas faire d'amalgame, esclave égale petit boulot, tandis que le fait d'être libre vous permet d'accéder à des fonctions importantes. Pas du tout. Ce n'était pas comme ça que les sociétés antiques fonctionnaient. Vous aviez parfois des esclaves qui avaient des fonctions très importantes, y compris dans l'administration romaine, ou d'anciens esclaves, des affranchis. Et puis par contre, vous aviez des mendiants qui étaient des hommes libres. Donc il ne faut pas superposer le statut, d'autre part, avec la condition de confort social ou de responsabilité sociale. Pas du tout. Voilà. Alors, donc j'étais en train de vous expliquer que je ne sais plus où j'en étais maintenant, je réfléchis un petit peu. Oui, je devais encore vous parler, des domaines impériaux. Alors, les domaines impériaux, on en trouve en Asie mineure. Ce sont donc des grands domaines, mais qui ne conduiront jamais à ces grands latifundia que l'on pourra trouver par exemple en Italie centrale à la même époque. Donc il n'y aura jamais de latifundia dans le monde grec tel que décrit aujourd'hui. Passons maintenant à l'aménagement du territoire, après avoir expliqué
comment le sol était occupé. Je passe donc à l'aménagement du territoire. Ça vous paraît peut-être évident, parce que nous avons l'habitude de vivre dans des paysages qui n'ont rien de naturel. Il n'y a plus rien de naturel à l'heure actuelle. Quand vous êtes à la campagne, vous croyez renouer avec la nature, mais en fait vous ne renouez pas du tout avec la nature, puisque tous les paysages, ce sont des paysages qui ont été construits, élaborés par l'homme. Tous ces paysages sont artificiels. Quand vous allez même dans les forêts d'Ardennes où il y a des sapins, ce sont des forêts qui ont été déboisées dans le courant du XIXe siècle, je parle de la province de Luxembourg en Belgique. On a déboisé les chênes et les hêtres et on y a planté du sapin, parce que la pousse du sapin, la croissance du sapin est beaucoup plus rapide que celle du chêne et du hêtre, où là il faut des dizaines d'années, voire des siècles. Avec le sapin, ça pousse relativement vite. Et donc, en fait, ce n'est pas naturel du tout. Quand vous allez en Ardennes et que vous voyez des sapins partout, ce ne sont pas des forêts initiales, si vous voulez. Donc, il n'y a plus. Alors, là, on va revenir au monde grec. Donc, le problème de l'aménagement du territoire se pose. Alors, si l'on veut cultiver, il va falloir aménager les terres de manière telle que l'on puisse produire le plus possible et produire bien. On ne va pas aménager évidemment de la même manière des régions de collines, de montagnes, des régions de plaines et des régions où il y a des bois, des garrigues ou des landes. On va prendre la première des catégories que je viens de citer. On va commencer par les collines et les montagnes. Qu'est-ce qui se pose comme problème pour un agriculteur s'il veut cultiver dans les collines ou dans les montagnes? Eh bien, il va devoir, et c'est ce qui s'est fait dans le monde grec de cette époque-là, il va devoir aménager des terrasses. Alors, aménager des terrasses, vous avez déjà vu ça, ne fût-ce que quand on voit des documentaires sur la Chine, l'Asie du Sud-Est, enfin moi j'ai été dans ces régions-là, c'est impressionnant de voir toutes ces terrasses en cascade, je dirais, du milieu de la montagne jusqu'en bas, c'est assez impressionnant. Eh bien donc vous devez aménager des terrasses, et quand vous aménagez des terrasses, il y a plusieurs opérations, bien entendu. Il faut d'abord éviter, et c'est le problème majeur, je dirais, éviter le ravinement. Ben oui, parce que quand l'eau tombe, quand il pleut, l'eau emporte les terres vers le bas de la colline ou vers le bas de la montagne. Donc c'est la raison pour laquelle on aménage des terrasses, pour éviter que ces terres ne fichent le camp, dans la plaine, dans la vallée. Il y a un deuxième souci, c'est qu'il faut essayer de capter cette eau. Alors je dis quand il pleut, mais entendons-nous bien, ce n'est pas la pluie qui constitue le seul obstacle, c'est qu'il y a aussi tous ces petits ruisseaux qui coulent depuis le haut de la montagne et qui, ou de la colline, et qui peuvent emporter les terres. Il faut essayer de capter cette eau, parce que cette eau, on en a quand même besoin pour l'irrigation. Donc, deux problèmes majeurs, c'est le captage de l'eau, et ça c'est positif, je dirais, et d'autre part, se protéger contre le ravinement. Maintenant, prenons une deuxième catégorie de territoire, les plaines. Le problème n'est pas le même, là. C'est peut-être même le contraire. Il faut assécher des régions marécageuses, là où l'eau risque de stagner. Il faut aussi pratiquer l'épierrage. La Grèce, vous savez, c'est un pays montagneux, très montagneux, et donc, quand vous voulez creuser dans le sol, vous vous trouvez tout de suite
hein, sur de la roche ou sur des fragments de roche qui vous empêchent de pouvoir cultiver. Donc il faut épierrer. Tout ça demande également beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail, beaucoup de personnel, mais cela en vaut la peine. Et puis, a-t-on vraiment le choix? Enfin, dernière catégorie, c'est la catégorie des bois, la catégorie des garrigues et des landes, que j'ai évoquées déjà tout à l'heure. Et dans ces régions-là, que fait-on? Ben là, il n'est pas évidemment question d'épierrer. Il n'est pas question de faire des travaux comme on le fait dans les plaines ou dans les collines. Non, là, ces terres-là servent pour l'élevage, à titre principal, mais pas seulement. Ce qui caractérise en fait les deux dernières catégories de territoires, c'est-à-dire les plaines et... non, les trois catégories de territoires finalement, à la fois l'aménagement des collines, des plaines et même la dernière catégorie, c'est la solidarité qui doit se construire entre tous les habitants de ceux qui y travaillent, parce que ce sont des travaux collectifs. Dans le dernier cas, évidemment, on ne parle pas de travaux. Dans les collines et dans les plaines, vous avez bien compris qu'il s'agit d'un travail où tous les paysans d'une communauté villageoise doivent travailler ensemble. Ça n'a pas de sens, hein. Vous n'allez pas retirer des pierres et les mettre dans le champ de votre voisin. Il faut se mettre d'accord. Donc ça suppose une organisation véritablement de la vie économique et sociale. Donc on est déjà dans la politique villageoise, hein. On fait de la politique à ce moment-là. Il faut se mettre d'accord. Ce qui entraîne une solidarité nécessaire entre tous ces paysans, qu'ils soient agriculteurs ou éleveurs. Mais dans la troisième catégorie de territoire, donc landes, garrigues, bois, il y a une nécessité de s'entendre parce que ces types de terres sont des terres généralement communes. Elles ne sont pas appropriées par l'un ou l'autre paysan. On se met d'accord et on se dit, sur ces territoires-là, eh bien, les bêtes de tout le monde pourront aller paître. En général, ce sont des choses que l'on ne dit pas lorsqu'on étudie la Grèce ancienne, qui est souvent idéalisée. J'ai commencé mon exposé là-dessus d'ailleurs. On étudie les paysans du Moyen-Âge, on étudie les paysans de l'Europe occidentale entre le XIe et le XIIIe siècle en parlant des assèchements, on parle également du drainage, on parle de la déforestation, enfin les éclaircissements de forêt, ou bien le mot clairière, etc., qui conduit à cet accroissement considérable de la population au XIe et XIIe siècle. Et puis on n'en parle jamais pour la Grèce. Je trouve ça un petit peu dommage. On ne parle pas en général de la démographie de la Grèce ancienne. Évidemment, les sources sont moins nombreuses, mais on en a quand même. Donc j'espère que, en conclusion de cet exposé, vous aurez bien retenu que les Grecs ne sont pas seulement des constructeurs de temples magnifiques, ce ne sont pas seulement l'inventeur d'une religion qui intéresse beaucoup les enfants. Les enfants adorent la mythologie grecque. Les Grecs, ce ne sont pas seulement les inventeurs, même si on exagère un petit peu le trait, de la démocratie, parce qu'en fait, il faudra encore le prouver, mais enfin, effectivement, ils ont mis au point un système très élaboré que l'on ne retrouve pas à la même époque ailleurs. Enfin, c'est vrai que là, ils sont des initiateurs. Les Grecs, ce sont aussi des paysans qui ont dû penser à aménager leurs terres, qui ont dû réfléchir à la manière d'occuper les sols, qui ont dû résoudre des problèmes démographiques. J'espère que vous aurez retenu
également qu'il y a donc des phases dans la croissance, la décroissance de la population. Je les rappelle dans le cadre de cette conclusion. Du 8e à la fin du 3e siècle, en gros, croissance de la population. Vers la fin, c'est plutôt stagnation. Les 2 siècles avant Jésus-Christ, on peut parler de décroissance et de dénatalité. Et aux 2 premiers siècles de notre ère, la croissance repart. Donc retenez au moins ces trois phases de l'histoire démographique du monde grec. En tout cas pour la période que j'ai considérée ici, les espaces que j'ai considérés ici, c'est-à-dire la Grèce continentale, l'Asie mineure et les îles de la mer Égée. Alors, pourquoi étudier l'agriculture? Pourquoi étudier le régime de propriété des Grecs? Pourquoi étudier l'occupation du sol? Ce n'est pas seulement pour avoir une vision plus juste de ce qu'était le monde grec de cette époque, et pour mieux connaître et mieux recontextualiser les événements dont il est question dans tous les manuels, c'est pas seulement pour ça, parce qu'à la limite, ça ne peut pas n'intéresser que les historiens, les archéologues. Non, c'est pour une autre raison. C'est que ça nous permet de mettre en perspective des problèmes de l'agriculture, de ce qu'on appelait jadis le tiers-monde, de ce qu'on appelle maintenant les pays en développement ou en voie de développement. Ça nous permet de mettre en perspective également tous les problèmes des agriculteurs à l'heure actuelle. Vous avez vu encore il y a quelques jours en France, à la télévision, de manière récurrente, ils manifestent parce qu'ils ne peuvent plus tenir face aux prix imposés par les grandes surfaces ou par les distributeurs. Ils ne demandent plus de l'aide au pouvoir public pour avoir des subventions. Ce qu'ils veulent, c'est une véritable politique commune au sein de l'Union européenne qui bloque les prix et révise complètement les lois du marché. C'est peut-être un beau rêve, mais en tout cas la politique est là normalement pour remédier à ce type, à des situations dangereuses. Donc nous sommes en plein dedans. Le monde des paysans est un monde en voie de disparition. Nous sommes à l'époque de l'agrobusiness. Eh bien, vous avez les prémices, non pas de l'agrobusiness, mais par ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, par le fait que l'on passe de la petite à la grande propriété. Cette concentration des terres dès le IVe siècle dans l'Attique et un peu partout dans le monde grec à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, avec des étrangers, si je puis dire, qui vont occuper ces terres, je parle des Romains, ben vous avez un processus qui peut nous faire réfléchir un petit peu sur la situation du monde contemporain. Voilà. Il me reste à vous montrer quelques livres. J'ai d'abord apporté Xénophon. Alors Xénophon, grand auteur grec, bien entendu, qui fait partie des auteurs qu'on étudie encore dans l'enseignement secondaire lorsqu'on fait des humanités classiques. Alors, quand vous prenez l'économique, c'est un des traités qui se trouve ici dans le tome 2 des œuvres complètes publiées chez Garnier-Flammarion, avec l'Anabas, qui est sans doute certainement le texte le plus célèbre de Xénophon, avec le banquet, la chasse, la République des Lacédémoniens et la République des Athéniens. Donc c'est un recueil ici de plusieurs traités. Il y a donc au chapitre 12 de l'économique de Xénophon un passage qui nous informe justement sur ces contremaîtres, sur ces régisseurs, ces surveillants dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient des esclaves. Alors, voilà le passage où il en est question. Voilà. Mais dis-moi, c'est dans le cadre donc d'un dialogue, mais dis-moi, Iskomak, quand tu as besoin d'un contremaître et que tu sais qu'il y a quelque part un esclave propre à cette fonction, je dis bien un contremaître. Un contremaître, c'est le régisseur ici, hein. C'est pas le petit manœuvre, hein. Un contremaître, donc c'est celui qui est juste en dessous du maître, étymologiquement, hein, qui est à côté du maître. Et que tu sais qu'il y a quelque part un esclave propre à cette fonction, cherches-tu à l'acheter comme quand tu as besoin d'un charpentier, tu cherches, je le sais,
à te procurer l'ouvrier dont tu as remarqué l'habileté en ce métier, ou bien fais-tu toi-même l'éducation de tes contremaîtres? Et puis alors, bon, il y a la réponse de l'autre. Mais ce qui est intéressant de voir que donc il y avait donc des esclaves qui étaient des régisseurs à la tête de domaines importants. Et le terme qui est utilisé par Xénophon, c'est épitropoi. Je vais vous l'appeler épi, E-P-I, tropoi, T-R-O-P-O-I. En un mot, épitropoi. Il y a épi qui veut dire sur et tropoi, tropos ça veut dire le lieu. En fait, ce sont les surveillants, les contremaîtres. Voilà. Alors, quelques ouvrages ici. Un ouvrage très général qui enseigne l'ensemble de l'histoire de l'humanité, mais qui permet de replacer, même s'il n'y a pas beaucoup de pages ici dans ce livre-ci sur le monde grec, qui permet de replacer mon propos dans l'histoire universelle de l'agriculture. Il s'agit de l'ouvrage publié aux éditions Point de Marcel Mazoyer et de Laurence Roudard. Alors, deux ouvrages que je vous cite, pas seulement parce qu'ils possèdent des informations, mais c'est surtout parce qu'ils ont constitué de véritables modèles, comment dirais-je, de l'organisation économique de l'Antiquité. Il s'agit d'un ouvrage maintenant qui a certainement un siècle, je n'ai pas la date précise ici, enfin certainement, mais il faudrait que je regarde un petit peu plus loin. Si je l'ai, non, je n'ai pas la référence. Mais en tout cas, c'est un ouvrage qui a certainement un siècle de Max Weber, donc c'est un sociologue allemand, Économie et société dans l'Antiquité, qui a tout un chapitre sur l'économie et plus particulièrement l'agriculture du monde grec. Alors c'est un ouvrage qui est évidemment au niveau de l'information qui est dépassé, mais qui a l'avantage de proposer un modèle de ce qu'était l'agriculture à cette époque-là. Alors un autre ouvrage, dans le même état d'esprit, quoique beaucoup plus récent, il a peut-être 50 ans, cet ouvrage-ci, non, même moins, on doit des débuts des années 70, donc ça veut dire, oui, 45 ans, quelque chose comme ça, une bonne quarantaine d'années, de Moses Finlay, L'économie antique, aux éditions de Minuit. Alors c'est un grand historien britannique, marxisant, qui donne son interprétation de l'économie antique. Il s'intéresse au monde des villes, des campagnes. C'est vraiment un théoricien, mais qui connaît très très bien les sources. Alors, du même auteur, Économie et société en Grèce ancienne, collection Point, Histoire, de Michel Austin et Pierre Vidal-Naquet, Économie et société en Grèce ancienne, chez Armand Collin. Alors, ces deux auteurs donnent leur explication de l'économie de la Grèce ancienne, mais ce qui est intéressant, c'est que la dernière partie de l'ouvrage comprend des textes, or il n'y a pas beaucoup de textes sur l'économie grecque, ça je peux vous le dire, qui rassemblent donc des textes qui nous permettent de travailler donc directement sur des sources. Donc comme futur prof d'histoire, si vous cherchez parfois un texte sur l'agriculture ou l'artisanat ou l'industrie, pensez à ce bouquin-ci. Parce qu'on ne trouve pas beaucoup de textes. Alors, de Léopold Mijotte, qui est un professeur canadien, L'économie des cités grecques, chez Elix. Alors, un ouvrage très important d'Alain Bresson, L'économie de la Grèce des cités, les structures et la production. C'est le tome 1. Le tome 2 porte sur les échanges, dans la collection U chez Armand Collin. De Jean-Nicolas Corvisier, et alors c'est un polonais, alors je ne sais pas le prononcer, c'est Suder. La population, je préfère ne rien dire parce que, retenez le premier nom, Jean-Nicolas Corvisier, ce sera peut-être plus malin. Donc, collection que sais-je. La population de l'Antiquité classique, Presse universitaire de France, c'est un ouvrage qui est utile parce que je vous ai parlé de l'évolution démographique. Donc, ça porte sur la démographie. Et c'est très difficile de faire de la démographie pour l'histoire antique.
et enfin de Jean Andro et de Raymond Desca en Hachette littérature, esclaves en Grèce et à Rome. J'ai dit.